Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Le champ pétrolier de Sangomar s'ouvre en grand pour la firme australienne Woodside qui gagne son procès contre son partenaire Far Limited. Cette dernière avait intenté un procès pour contester la vente des parts de son premier associé ConocoPhillips sans respecter son droit de péremption. De péremption, contentieux vidé par le tribunal de commerce de Paris. Explication de Abdoulaye Cissé dans ce journal. Les ex-travailleurs licenciés du PCCI réclament leur dû à Sonatel, plus de 400 millions de francs CFA sur décision de justice face à la presse tout à l'heure. Le maire de Ziguinchor, lui, appelle à une médiation suite à la grève des chauffeurs des camions de vidange. Abdoulaye Baldé annonce par ailleurs une série de réalisations de sites de déversement d'ordures. Vous l'entendrez. La Saint-Valentin, quand l'amour devient fou et obsessionnel, des Sénégalais refusent de croire que l'amour peut conduire à des crimes passionnels. Reportage dans ce grand journal. Les actualités internationales, Georges Diop. Riposte contre le coronavirus. Les ministres de la Santé de l'espace CEDEAO en conclave au Mali. Au menu stratégie et dispositifs à mettre en place. Au Tchad, les élections législatives, elles auront lieu le 13 décembre 2020 après plusieurs reports. La CENI a dévoilé son nouveau calendrier ce vendredi. Développement à partir de midi car les sports, cher Tidjane Diagne. Le comité olympique canadien vient en appui à la Fédération sénégalaise de basketball. Les termes de l'accord, vous l'entendrez dans ce journal avec Soda Thiam. Nous allons aussi nous intéresser à la Ligue 1 qui va entamer dès demain sa 10e journée. Il se rencontre au programme samedi, Yaraf Niambre de Louga, alors que le solide leader Tengue FC est en déplacement face à l'équipe de Niaritali. Nous allons faire un tour d'horizon des différents championnats européens avant de terminer donc avec le football, notamment le championnat de France, un match attendu ce soir entre Monaco et Montpellier. Développement également à partir de midi et 25 minutes. L'idée de nommer par décret ou par arrêté le maire de Dakar, agiter le statut de la ville. Quel enjeu? On en parle d'un point de vue. À partir de midi et 35 minutes, à la technique de ce grand journal, il y a Alun Ba et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le champ pétrolier de Sangomar s'ouvre en grand pour la firme australienne Woodside qui gagne son procès contre son partenaire Far Limited. Cette dernière avait intenté un procès pour contester la vente des parts de son premier associé ConocoPhillips sans respecter son droit de préemption, contentieux vidé par le tribunal de commerce de Paris. Explication dans ce journal, Abdoulaye Cissé. Le tribunal de commerce de Paris a vidé un contentieux qui dure entre partenaires dans le projet Sangomar depuis au moins 2016. La juridiction française a approuvé la vente par ConocoPhillips d'une participation dans le projet pétrolier et gazier sénégalais de 4,2 milliards de dollars à Woodside. C'est une compagnie australienne, Far Limited, qui avait porté l'affaire en justice quand l'américaine ConocoPhillips, premier partenaire, avait vendu ses parts à un autre géant australien, Woodside. Far Limited, premier partenaire, ne l'entendait pas de cette oreille, faisant prévaloir son droit de préemption, c'est-à-dire que son partenaire américain ConocoPhillips devait le consulter avant de céder ses parts à une autre compagnie. Woodside, la nouvelle compagnie australienne, n'entendait pas désintéresser Far, l'autre compagnie de même nationalité aussi. Désormais, ce contentieux vidé, Woodside a le champ libre pour commencer les explorations, mais les avocats de Far ne s'avouent pas vaincus puisqu'ils étudient d'autres voies et moyens pour toujours poursuivre le contentieux. Un sujet que vous êtes en train de suivre. Merci beaucoup Abdoulaye Cissé. Menace de grève des travailleurs du pétrole et du gaz. L'administrateur du Fonds spécial de soutien à l'énergie se dit surpris. Selon Théophile Amine, le montant de la dette annoncée par ces travailleurs est exagéré. La seule dette est en cours concerne l'achat de combustible pour les centrales. Le budget 2020 vient d'être mis en place. Il est interrogé par Anna Rocha. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la Société africaine de référence, en tout cas spécialement sur les pertes commerciales, l'État lui devait environ 100 milliards et les 100 milliards ont fait l'objet d'un règlement en 2019. Il y a les règlements au titre des achats de combustible de Senelec. Et là, tout le monde sait que en fait, c'est une activité commerciale qui fait l'objet, en tout cas, d'encours qui peuvent augmenter à une certaine période et qui peuvent baisser aussi.
Bon, là, ça suit le règlement. En tout cas, la situation, on est dans une situation quand même relativement normale. Hein. Bon, vous savez, en matière d'achat de combustible, il y a l'État qui donne sa part à travers donc la compensation des tarifs, parce que l'État aujourd'hui a décidé de geler les tarifs de l'électricité. Donc sa participation, l'État le donne à travers le FSE, et nous, au niveau du fonds de soutien, le FSE, on prend la part de l'État et la quote-part qui est versée à Sénélec et on paye les achats de combustible. Il peut arriver des périodes où les paiements sont ralentis et des périodes où on est quand même plus ou moins à jour sur les règlements. Donc à ce niveau, il y a quand même un encours qui est constitué, mais qui fera l'objet d'un règlement au fur et à mesure qu'on avancera et qu'on prendra les dispositions pour cela. Donc, mais pour ce qui concerne les pertes commerciales, aujourd'hui, à la SAR, on ne lui doit plus rien. Pour ce qui concerne les achats de combustible, il y a un encours qui est là, mais qui est en train d'être dégrossi au fur et à mesure que les ressources qui sont inscrites par l'État dans la loi de finances 2020 sont mises en place, sont donc versées au niveau du fonds. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les ex-travailleurs du PCCI demandent à Sonatel de se conformer à la décision de la justice. Ils ont tenu un point de presse tout à l'heure devant les locaux de Sonatel sous haute surveillance policière pour réclamer à la boîte leurs 400 millions de francs CFA. Youssou N'Daou et ses collègues fustigent aussi l'attitude du préfet qui n'a même pas répondu à leur lettre de demande d'autorisation. Compte rendu Salimata Awa. Ils réclament plus de 400 millions à la Sonatel. Ce sont les ex-travailleurs de PCCI. En point de presse devant la direction générale de la société, les manifestants veulent rentrer dans leurs fonds conformément à la décision de la justice. Youssouf N'Daou est le porte-parole. Les arriérés que doivent nous payer aujourd'hui Sonatel, il s'élève à 404 millions. Vous avez vu l'incongruité de la dernière décision de justice qui nous a fait venir devant les médias. Ils nous disent qu'il faut cautionner 500 millions avant de toucher 404 millions. Des gens qui sont restés 14 mois sans travailler et dont parmi certains ont été licenciés abusivement. Nous disons à la justice que nous restons extrêmement vigilants. Nous avons vu avec quelle récurrence des décisions ont été infirmées par la suite par d'autres coups. Nous croyons en cette justice, c'est pourquoi nous ne sommes pas allés vers les syndicats, nous sommes allés plutôt vers cette justice. Ces ex-travailleurs avaient prévu de tenir un sit-in, mais le préfet n'a pas réagi. Nous avons adressé une demande en bonne et due forme que je vais vous montrer là et qui a été déchargée par l'administration préfectorale. Et nous n'avons même pas eu de réponse. C'est symptomatique, comme vous pouvez le constater, des dérives démocratiques qui interviennent dans ce pays. Nous le notons et nous nous chargerons de régler nos comptes avec monsieur le préfet parce qu'il a un devoir de nous revenir sur cette demande que nous lui avons adressée. Youssouf N'Daou et ses camarades ont aussi dénoncé le mutisme des autorités compétentes concernant cette affaire. Nous avons choisi cette déclaration pour pointer du doigt les carences de l'administration de Macky Sall, en l'occurrence de la préfecture, les carences du ministère du Travail qui n'a rien fait jusqu'ici pour cette affaire, les carences d'un ministre de l'Emploi qui n'ose même pas faire une déclaration sur ce dossier. Je n'en rajouterai pas. Le collectif des travailleurs de PCCI, avec l'appui du mouvement Frappe France Dégage, annonce qu'il va poursuivre ce combat jusqu'au bout pour rentrer dans leur fonds. Ziguinchor, les chauffeurs de camions de vidange observent une grève pour dénoncer la mort d'un des leurs et son apprenti à Mamatoro. Le maire de la capitale du Sud, Abdoulaye Baldé, a engagé une médiation pour qu'une solution soit trouvée. Abdoulaye Baldé annonce par ailleurs une série de mesures pour résoudre définitivement les problèmes des chauffeurs de camions de vidange. Le voici au micro de Lamine Ba. Je t'ai mis au courant des difficultés que rencontrent ces opérateurs privés. Nous allons essayer de les rencontrer et voir les voies et moyens de relancer l'activité parce que je pense que c'est important pour que les populations dans la commune puissent être soulagées. C'est vrai, on m'a annoncé que dans beaucoup de quartiers, les fosses sont pleines et qu'il faut les vider. Donc nous allons dans les 2 jours à venir rencontrer ces opérateurs pour essayer de trouver des solutions. C'est vrai qu'au niveau de la mairie, nous avons depuis quelques années pris, le taureau par les cornes parce que dans le cadre du plan directeur d'assainissement de Ziguinchor, nous avons avec la Banque africaine de développement, la BAD, construit un site qui va accueillir les bouts de vidange. Donc ce sont ces déchets qui proviennent des fosses. Donc ce projet, la construction de cette usine est déjà terminée. Maintenant, c'est un projet intégré qui va aller avec les autres aspects du plan directeur d'aménagement, avec la station d'épuration, la station de pompage
pompage qui est en train d'être construite en face du Kayanoumaï et la station d'épuration qui est au niveau des rizières de Boudodi. Donc dès que ce sera fini, je pense qu'on n'aura plus de problème d'aller vider les fosses dans les communes environnantes. Les épaves de véhicules et les amas d'ordures à la gare routière de Saint-Louis, situation qui irrite la Fédération des transporteurs et chauffeurs de la région. Ils menacent de les déposer à la fourrière ce samedi, journée de Cleaning Day. Mohamed Nabissila. Les propriétaires de véhicules en panne et épaves stationnés sur la gare routière de Saint-Louis sont avertis. Un plaidoyer est fait pour leur déguerpissement ce samedi à l'occasion du Cleaning Day organisé par la Fédération des transporteurs. Pape Ngomfal est le président Djibi Ndiaye du regroupement des chauffeurs et transporteurs. S'en explique. Ce n'est pas normal que dans une gare routière, des épaves de véhicules, mais également des tas d'immondices perturbent le travail des chauffeurs et des usagers de la gare routière. Nous avons décidé d'aller en guerre contre l'insalubrité au niveau de la gare routière. Et nous appelons les services techniques de la mairie et de l'État à nous aider à déguerpir ces épaves. Et le président Djibi Ndiaye de révéler que sur les 52 milliards prévus pour le financement des remorques, seuls 12 milliards ont été décaissés avec un taux de remboursement faible de la part des transporteurs d'autres régions qui ne sont pas à jour. 52 milliards. Ici, les remboursements sont à 100%. Et nous sommes dans le temps. Par contre, j'ai appris qu'à Dakar, il y a eu des transporteurs qui ont reçu des rappels d'huissier pour honorer leur engagement. Il faut qu'ils sachent que les dettes sont à payer intégralement si on veut que d'autres transporteurs bénéficient de ces remorques. L'État ne doit pas badiner avec les mauvais payeurs. Aujourd'hui, le président Djibi Ndiaye appelle le président de la Fédération des transporteurs et remorqueurs Djibi Ndiaye appelle à l'implication de tous les acteurs du transport pour rendre propre la gare routière de Saint-Louis. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Bruno Derneville n'a pas attendu le Cleaning Day pour rendre Foundiougne propre. Voilà aujourd'hui 1 an que le président du Parti pour l'action et la citoyenneté a lancé le concept invitant les habitants à gérer de façon citoyenne leurs ordures ménagères. Bruno Derneville appelle par ailleurs l'État à trouver des incinérateurs pour mieux prendre en charge les déchets domestiques et surtout médicaux. Aminata Goudjabi. D'après Bruno Derneville, président du Parti pour l'action citoyenne, le Sénégal peine encore à gérer correctement les déchets. Qu'ils soient domestiques ou médicaux, ces déchets sont souvent jetés dans la nature, faute d'incinérateurs. Et c'est un danger permanent pour les populations. Vous savez qu'au Sénégal, il n'y a quasiment pas d'incinérateurs. Les déchets les plus dangereux, ce sont les déchets chimiques et les déchets médicaux. Les hôpitaux versent dans la nature. Parfois, ils mettent dans des bouteilles, ils mettent dans du béton, mais cela ne détruit pas ces déchets qui sont des déchets extrêmement dangereux. Vous avez des seringues de sang, vous avez des poches de sang, vous avez de la chair humaine qui est coupée et jetée comme ça dans la nature. On a besoin de là que le président de la République fasse un effort pour traiter ces déchets, les incinérer. Je le dis sans aucune animosité. Bruno Derneville prône donc une nouvelle approche dans le traitement des ordures. Foundiougne faisant partie du delta du Saloum, il y a lancé il y a 1 an le concept Foundiougne propre. Il nous l'explique. Une démarche de sensibilisation des populations pour ce qu'on appelle un tri sélectif des déchets. Nous avons pensé dès le départ qu'il fallait les amener à trier les plastiques des ordures qu'on appelle les biodégradables, les matières organiques et les autres types d'ordures, que ce soit le fer et le verre. Les 5 quartiers de la commune de Foundiougne ont été mis en compétition dans le cadre de cette approche et les prix ont été remis devant Bruno Derneville. Nous avons dit, nous allons maintenant mettre les quartiers à l'épreuve, qui part de la sensibilisation des populations jusqu'aux poubelles, jusqu'au système de ramassage. Nous avons aujourd'hui réussi à montrer qu'il est possible de mettre en compétition des quartiers qui permettra une émulation. Ce concept sera expérimenté dans d'autres villes du Sénégal pour une meilleure préservation de l'environnement. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Binta Diallo. Les avocats du ministre Cheikh Oumar Anne face à la presse à 17h dans un hôtel de la place. Cela fait suite aux citations directes que l'ancien directeur du COUD a servi aux journalistes Pape Alé Niang et à Mody Niang, inspecteur d'enseignement à la retraite et ex-porte-parole démissionnaire de l'OFNAC. Ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, célébrée dans de nombreux pays, les couples en profitent pour échanger des mots doux et s'offrir des cadeaux entre envoi de cartes, de fleurs ou de chocolat. Reportage Aïssatou Faye Bodjan.
Trouvé debout en train de discuter avec ses amis dans un atelier de tapisserie à la Médina, Mondugom taximan illumine son visage dès que le mot Saint-Valentin est prononcé. Il nous confie d'ailleurs avoir déjà choisi le lieu pour ce soir, la place du souvenir. Je compte bien fêter à la place du souvenir avec ma dulcinée. Nous allons beaucoup échanger, discuter, essayer de voir ou alors faire le diagnostic de notre relation et se demander pardon pour mieux vivre notre amour. Yacine Sossé rencontré à l'arrêt de bus à l'avenue Cheikh Anta Diop, très jovial en abordant le sujet. Pour elle, les sujets qui fâchent sont interdits ce soir au restaurant. Elle compte bien fêter la Saint-Valentin. Je compte aller au restaurant ce soir avec mon Aladi, discuter, échanger. Pas de revendications pour ce soir, ni de sujets qui fâchent. On doit vivre le bonheur et se faire plaisir ce soir. Certaines personnes ont tout simplement choisi le lit pour ce soir. Rien n'autoprogramme à l'image de cette étudiante. La Saint-Valentin, diversement célébrée par la plupart des Sénégalais, même si certaines personnes disent ne pas être intéressées par cette fête de l'amour. Quand l'amour devient une obsession, cela pourrait parfois conduire à des dérives, voire même à des drames. Le crime passionnel qui commence à faire légion des Sénégalais interrogés pensent que ces crimes sont tout sauf un amour fou d'un obsessionnel. Reportage Koumba Sandiane Faye. En ce 14 février, l'amour se fête. Les couples échangent doux mots et cadeaux, emblème de passion. Une passion qui aboutit quelquefois à de l'obsession, obsession amoureuse. Non, c'est pas une raison de tuer ou bien de commettre des crimes. C'est une femme, c'est à moi, ou bien c'est un homme, c'est à moi, je vais le tuer. Non, ça c'est inhumain. Obsession amoureuse qui vire au drame, meurtre et assassinat pour un trop fort d'amour. Souleymane Mathurin Diop ne s'explique pas ces dérives liées à l'obsession amoureuse. Juste, c'est une question d'éducation en fait. Mais pour moi, ça je peux pas le faire à une femme en fait. Aïda Mbaye, jeune étudiante, croit certes en la force de l'amour, mais pas à l'amour impossible, assimilé à de l'obsession amoureuse. Inexplicable quoi, vraiment. À chaque société a ses concepts. Mais ici au Sénégal, autant il n'y en avait pas parce que tout était contrôlé. Obsession amoureuse, la personne qui la ressent peut-elle se percevoir comme malade? Mathurin et Aïda, nuancés. Pour moi, c'est pas une maladie, c'est juste une éducation. Bon, ça peut être, ça dépend. Ça peut être une maladie. Il y a des personnes qui sont nées sadiques. L'état psychologique, c'est bizarre. Moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est à cause des stupéfiants et des drogues utilisées qui le rendent et qui veulent aussi faire comme les Occidentaux. Comment réussir alors à oublier un amour impossible ou encore une obsession amoureuse? Les deux jeunes prônent le self-control. Il faut te contrôler d'abord. Avant de fonder quelque chose, il faut savoir comment gérer une femme. C'est l'amour, mais on peut contrôler. Aimer intensément au point de livrer la bête en soi, de la maladie ou juste obsession amoureuse. Nos interlocuteurs restent partagés sur la question. Georges Diop a déjà acheté son cadeau pour sa Valentine. Saré Ndiamboulou, dans le Kolda, réclame le Puma et le PUDC. La localité est du reste très enclavée, impraticable et sans électricité. Les populations demandent également un centre de santé. Dans ce reportage d'Abdoulaye Diallo. Les habitants de la zone de Saré Djamboulou réclament les services des programmes du PUMA et du PUDC. Rappelez que la zone de Saré Djamboulou est le secteur où récemment Foyoba Baldé a été tué et sa tête décapitée. Les populations qui vivent dans cette zone n'ont pas de route praticable ni de l'électricité. Aucune adduction d'eau potable ne traverse la zone. Pour faciliter la mobilité sur la route qui relie Sareyoba à Sareyoro Soutou, ces populations ont décidé d'élaguer les arbres qui se trouvent aux abords. Aujourd'hui, nous sommes là pour vraiment réfectionner la route là, parce que la route là vraiment elle nous a posé tellement de problèmes. Quand une personne décède à Kolda pour l'évacuer dans nos villages, c'est tout à fait un problème. Les usagers de cette piste éprouvent d'énormes difficultés pour l'emprunter pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage, nous vivons le même scénario. Donc il y a des flaques d'eau un peu partout. La route est impraticable. Donc si nous avons des malades, c'est difficile de les évacuer au poste de santé de Sareyoba. Eu égard à leur enclavement, ils réclament un poste de santé. L'État devrait faire vraiment un poste de santé digne de son nom, parce que nous avons une case de santé dans un village là à Sareyaba, mais presque ça n'existe que de nom. Toutes les populations installées des deux côtés de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau dans le secteur de Tankanto Escale
emprunte cette piste pour rallier le marché hebdomadaire de Sarayoba. C'est la même piste qu'empruntent les soldats de la zone militaire numéro 6 pendant leurs opérations de sécurisation de la zone. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges. Merci Binta Diallo. Riposte contre le Covid-19, c'est le nom donné au coronavirus. Les pays de l'Afrique de l'Ouest en conclave à Bamako. Les ministres de la Santé de l'espace CEDEAO se retrouvent au Mali. Ils vont discuter des stratégies et du dispositif en place pour faire face au coronavirus qui sévit en Chine. Sornana Tambay. Bamako a été choisi pour accueillir les 15 ministres de la Santé de la CEDEAO. Une réunion d'urgence pour la préparation et la réponse à l'épidémie de coronavirus. Elle est initiée par l'Organisation ouest-africaine de la santé et doit permettre aux participants d'échanger sur les orientations sanitaires, les approches et les stratégies pour faire face à la maladie. Les moyens financiers et matériels seront également au cœur des discussions. À ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été confirmé dans la zone CEDEAO. L'Organisation ouest-africaine de la santé, à travers le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies, continue d'assurer la coordination avec les États membres. Toutes les informations seront partagées en temps réel. La surveillance sera renforcée au niveau des aéroports internationaux de la sous-région accueillant des vols directs de la Chine et des pays touchés par l'épidémie. Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale prend part à cette rencontre au Mali. Abdoulaye Diouf Sarr est joint par Awambaye. Depuis ce matin, on est ensemble au niveau de la CEDEAO. Les 15 pays, sous l'égide de l'OAS, ont décidé de se retrouver ici à Bamako pour déjà évaluer le dispositif de coordination au niveau de chaque pays, mais aussi pour harmoniser sur les méthodes, parce que nous savons que le virus n'a pas de frontières. Et à l'échelle de la CEDEAO, il faut avoir effectivement une stratégie communautaire de préparation de la riposte. C'est aussi l'occasion pour nous, en termes de perspective par rapport à la mobilisation des ressources d'intervention, d'échanger pour mettre en synergie et essayer de faire en sorte qu'il y ait une mutualisation des actions. Le travail a démarré ce matin, a été présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement malien. Et aujourd'hui, nous sommes dans les travaux et d'ici cet après-midi, une matrice va sortir pour nous permettre véritablement un pilotage harmonisé au niveau de la sous-région. Cette épidémie est une épidémie mondiale et l'Afrique est dans cette planète, donc cela nous concerne. Et puisque cela nous concerne, nous devons nous préparer pour apporter notre contribution à la réponse mondiale. En Chine, le nouveau bilan fait état de 1380 morts. Les autorités chinoises ont annoncé ce vendredi avoir recensé 121 décès supplémentaires, 5000 nouveaux cas de contamination, soit un total de 68 851 patients. Un troisième mort hors de Chine a été signalé hier au Japon. Dans un communiqué, l'Organisation de l'aviation civile internationale a fait savoir que l'épidémie a entraîné une réduction potentielle de 4 à 5 milliards de dollars de revenus pour les compagnies aériennes du monde entier. L'attaque contre l'USS Cole en 2000, le Soudan accepte d'indemniser les familles. 17 marins américains étaient concernés. Ils sont morts lorsque leur navire a été bombardé par Al-Qaïda dans un port au Yémen. Au moins 40 personnes ont été blessées lors de l'attaque. L'indemnisation était une condition essentielle posée par les États-Unis pour que le Soudan soit retiré de sa liste d'États soutenant le terrorisme. Selon BBC, le ministère de la Justice a affirmé que le gouvernement a souligné que l'accord de règlement a explicitement indiqué que le gouvernement n'était pas responsable de cet incident ou de tout acte terroriste. On ne connaît pas combien les familles vont recevoir, mais l'agence Reuters, reprise par BBC, cite une source proche de l'accord qui affirme qu'il s'agit de 30 millions de dollars. Quant au ministère de l'Information, il confie à AP Associated Press que les chiffres de l'indemnisation du USS Cole ne pouvaient pas être révélés car des négociations étaient en cours pour parvenir à un accord similaire avec les familles des personnes tuées dans les attentats d'Al-Qaïda de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya
et en Tanzanie. Et au Tchad, Georges, la date du scrutin législatif est connue. Les élections législatives auront lieu le 13 décembre 2020. Selon la CENI, c'est une date consensuelle au sein de la classe politique qu'il faut tenir contre vents et marées. Le scrutin était initialement prévu en 2019 et a été reporté à plusieurs reprises. Et l'on termine, Binta Diallo, par le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. La lauréate de cette année donne son accord. Mama Ngina Kenyatta, ancienne première dame du Kenya, a accepté de recevoir le prix. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur l'a fait savoir au CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Merci beaucoup, Georges. L'idée agitée ça et là de nommer par décret ou par arrêté le maire de Dakar, le statut de la ville, quel enjeu? On en parle avec le député Alélo, maire de Taïba Ndiaye, également avec Ibou Sané, enseignant en sociologie politique. Ce sera tout à l'heure. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane. Merci à vous, Binta Diallo. Bonjour à tous. Le comité olympique du Canada vient en appui au basket sénégalais. Un accord a été signé entre le comité olympique du Canada et la Fédération sénégalaise de basketball. C'est pour aider à la formation des cadres et administratifs, mais aussi un apport matériel, une manière de mieux parfaire la discipline. Soletia. Dans l'accord, une partie importante est consacrée au basketball, une discipline qui a donné beaucoup de satisfaction au Sénégal, explique le secrétaire général du CNOS, Seydina Diagne. Et nous savons aussi que le Canada a fait des performances donc à ce niveau. C'est pourquoi nous avons dans l'accord mis en fait une partie qui concerne spécifiquement le basket pour voir comment le Sénégal peut bénéficier de l'expertise en fait du Canada dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la formation donc de nos coachs, de nos préparateurs physiques, ce qui manque en fait un peu donc au niveau du basket. Ils sont toujours prêts à accueillir donc des athlètes sénégalais. Du côté du comité olympique canadien, le directeur des relations internationales et des affaires publiques dit bien apprécier les échanges entre les deux pays lors de cette réunion. Andrew Bicker. J'ai l'impression que c'était une visite très productive de notre côté. Puis on a bien parlé de le sport, le développement des sports, comment on peut collaborer ensemble pour les deux pays ensemble. Même sur le côté canadien, on peut apprendre beaucoup de les Sénégalais. Le directeur technique national en a profité pour lister les besoins urgents pour le développement du basketball sénégalais. Moustapha Gaye. La préparation de nos équipes nationales au niveau de l'élite, au niveau des jeunes, parce que j'ai beaucoup insisté sur les U16 et U18 pour vraiment nous aider à avoir les moyens pour mettre en place nos sélections nationales. Ensuite, le matériel didactique et de compétition, le basket 3 contre 3 et la formation des cadres techniques et administratifs. Un partenariat entre le Sénégal et le Canada qui portera ses fruits sous peu, selon nos interlocuteurs. Sodekam, l'association des managers de sport, commémore le 22 février prochain sa première année d'existence. Elle va profiter de cet instant pour vulgariser la profession. Plusieurs activités seront à l'ordre du jour. Voici les précisions de Aïssata Yara, la chargée de communication de AM Sport, association des managers de sport. Le 22 février, c'est une date pour officialiser notre association AM Sport. C'est une date qui sera vraiment animée par un panel, par des discussions très, très importantes dans le thème de l'avenir des managers, dans les problèmes actuels du sport, ou bien dans le problème actuel des sportifs, comme on le dit au Sénégal. Il y a plusieurs problèmes ici au Sénégal concernant le sport. C'est un peu plus ou moins le domaine le plus lésé en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas assez d'investissement en ce sens-là. Cause pour laquelle nous, les managers, nous nous sommes dit pourquoi pas valoriser le sport, pourquoi pas valoriser notre formation, vu que l'INSEPS nous a déjà formés de la sorte. Cause pour laquelle la journée va porter sur un panel, aussi sur la réalisation de ces pratiques sportives comme le basket 3x3, le tennis de table, le fitness, la gymnastique, le tech ball, le tech volley et le freestyle football. Début demain de la 10e journée de la Ligue 1 de football. Il s'agit des rencontres suivantes, mais seule une rencontre va se jouer demain pour le compte de cette 10e journée. C'est le Giraffe de Dakar qui va accueillir le Niamour de Lego pour la suite dimanche. Génération Foot Dakar Sacré-Cœur. Le Stade de Mbour est en déplacement à Dakar face à AS Pikine. Italie accueille le leader Teungueth FC. Snaps Excellence de Thiès, Union Sportive de Gorée est prévu, tout comme Mbour Petite Côte Diambar. Casport de Ziguinchor joue contre la formation de l'AS Douane. Bita, on parle d'autre chose? Oui, de foot à l'étranger. Oui, avec l'Angleterre qui va jouer sa 26e journée dès ce vendredi à 20h, Wolverhampton-Leicester. Pour la suite, samedi et dimanche, à préciser que Liverpool de Sadio Mané, qui est de retour, joue demain contre l'équipe de Norwich City qui occupe la dernière place au classement. C'est le choc alors des extrémités.
égalité alors que le véritable choc est attendu. Lundi, ce sera à l'occasion du match devant opposer Chelsea à Manchester United en France. C'est la 25e journée qui se joue dès ce soir, 19h45, Monaco-Montpellier. Le leader, il s'agit du PSG, donc le PSG qui va jouer demain en déplacement chez Amiens. Son dauphin, l'Olympique de Marseille, se déplace dimanche, c'est chez Lille. Nous enchaînons avec l'Italie qui est à sa 24e journée. L'Inter de Milan qui occupe la place de leader joue lundi contre l'équipe du Milan AC. Mais à retenir que plutôt l'Inter de Milan qui est en déplacement donc dimanche chez la Lazio de Rome. À suivre aussi la Juventus de Turin qui va jouer dimanche contre la formation de Brescia. Des rencontres qui vont démarrer dès demain avec Lecce Spal, Bologne contre Genoa. Nous enchaînons avec le championnat espagnol, la 24e journée. Valence Atlético Madrid est prévu pour ce soir à partir de 20h. L'FC Barcelone joue demain à 15h contre la formation de Getafe, alors que l'actuel leader va jouer en début de soirée dimanche contre le Celta Vigo. Il s'agit bien entendu du Real Madrid. Et puis nous terminons avec l'Allemagne. C'est la 22e journée de la Bundesliga. Il se rencontre au programme ce soir. Un match avancé, 19h30, le Borussia Dortmund joue contre l'équipe de Francfort, alors que le Bayern Munich, qui occupe la place des leaders, joue dimanche en déplacement. Ce sera chez Cologne à partir de 14h30. Voici l'essentiel des actes sorties de ce midi. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne.